Chapitre 7. Autour de Pré-Champignon, il poussait des touffes de menthe poivrée et des haies de romarin, dont on ne comprenait pas si elles étaient sauvages ou faisaient partie d'un jardin aromatique. Je rôdais par là, les poumons remplis d'une odeur douceâtre, et cherchais le moyen de retrouver la nourrice Sébastienne. Depuis que Sébastienne avait disparu sur le sentier menant au village des lépreux, je me souvenais plus souvent que j'étais orphelin. J'étais désespéré de ne plus rien savoir d'elle, et quand Galatéus passait, hissé au sommet d'un arbre, je lui en demandais des nouvelles. Mais Galatéus était l'ennemi des enfants qui parfois jetaient sur lui du haut des arbres des lézards vivants, et ne me donnait que des réponses incompréhensibles et dérisoires d'une voix claironnante et mielleuse. Pour moi, à la curiosité de pénétrer dans Pré-Champignon, s'était ajouté le désir de retrouver la grande nourrice, et je rôdais sans répit parmi les buissons odorants. Voici que d'une touffe de serpolets surgit une silhouette d'homme vêtu d'une teinte claire et coiffé d'un chapeau de paille. L'homme se dirigea vers le village. C'était un vieux lépreux. Je voulus lui demander des nouvelles de la nourrice, et m'approchant autant qu'il le fallait pour me faire entendre, mais sans crier, je dis « Hé, là-bas, monsieur le lépreux !» Mais au même instant, peut-être bien éveillé par mes paroles, tout à fait près de moi, une autre forme se mit sur son séant et s'étira. L'homme avait le visage écailleux comme une écorce sèche, avec une barbe blanche, laineuse et clairsemée. Il prit un sifflet dans sa poche et lança une trille dans ma direction, comme pour se moquer de moi. Je m'aperçus alors que cet après-midi de soleil était rempli de lépreux étendus, cachés par les buissons, qu'ils se levaient tout doucement dans leurs sarraux clairs et s'acheminaient à contre-jour vers Pré-Champignon, ayant en main des instruments de musique et des outils de jardinier avec lesquels ils faisaient du bruit. Je m'étais reculé pour m'éloigner de l'homme barbu, mais je cognais presque une lépreuse sans nez en train de se peigner dans des frondaisons de laurier. J'avais beau sauter dans le fourré, je tombais toujours sur d'autres lépreux et m'apercevais que tous les trajets que je pouvais faire me menaient uniquement vers Pré-Champignon, dont les toits de paille ornés de festons, de cerfs-volants, étaient désormais près de moi, au pied de la côte. Les lépreux ne m'accordaient d'attention que de temps à autre, ne la manifestant d'ailleurs que par des clignements d'yeux et des accords d'accordéon. Et cependant, il me semblait que c'était moi qui me trouvais au centre de leur marche et qu'ils m'accompagnaient après Champignon comme un animal capturé. Dans le village, les murs des maisons étaient lilas. À une fenêtre, une femme à moitié dévêtue, des taches lilas sur la figure et sur la poitrine, et une lyre à la main, s'écria « Les jardiniers sont revenus !» Et elle joua de la lyre. D'autres femmes se mirent à leurs fenêtres et à leurs belvédères en agitant des grelots et en chantant « Soyez les très bienvenus, jardiniers !» Je faisais bien attention à rester au milieu de la route et à ne toucher personne, mais je me trouvais dans une sorte de carrefour avec des lépreux tout autour de moi, hommes et femmes, assis sur le seuil de leur maison, dans des sarraux déteints et déchirés, laissant voir leurs bubons et leurs parties honteuses, des anémones et des fleurs d'aubépine dans les cheveux. Les lépreux faisaient un petit concert qu'on eût dit en mon honneur. Certains inclinaient leur violon vers moi, en faisant traîner exagérément leur archet, d'autres imitaient le coassement de la grenouille aussitôt que je les regardais. D'autres me montraient de bizarres pantins montant et descendant le long d'un fil. Leur petit concert était fait de ces gestes et sons discordants, mais il y avait un refrain qu'ils répétaient de temps en temps. « Joli petit poussin sans tache, cueillit la mûre et se tâcha. »« Je cherche ma nourrice, la vieille Sébastienne, » dis-je d'une voix forte. « Savez-vous où elle est ?» Ils éclatèrent de rire avec une expression entendue et méchante. « Sébastienne !» criai-je. « Où es-tu, Sébastienne ?»« Voici, mon petit, me dit un lépreux. Sois sage, mon petit. » Et il me montra une porte. La porte s'ouvrit et il en sortit une femme olivâtre, peut-être bien sarrasine, demi-nue, tatouée, couverte de queues de cerfs-volants qui commença une danse licencieuse. Ensuite, je ne compris pas ce qui se produisit. Hommes et femmes se jetèrent les uns sur les autres et commencèrent ce que j'appris plus tard, une orgie. Je me faisais tout petit quand, tout à coup, la grande vieille Sébastienne se fraya le passage au milieu du cercle. « Sale cochon !» cria-t-elle. «
Ayez au moins un peu d'égard pour une âme innocente. Elle me prit par la main et m'entraîna au loin tandis qu'il chantait. Joli petit poussin sans tache, cueillit la mûre et se tâcha. Sébastien était habillé de vêtements d'un violet clair, et déjà quelques taches déshonoraient ses joues sans rides. J'étais heureux d'avoir retrouvé la nourrice, mais désespéré qu'elle m'eût pris la main. Elle m'avait certainement donné la lèpre. Je le lui dis. « N'aie pas peur, me dit Sébastien. Mon père était pirate et mon grand-père ermite. Je connais les vertus de toutes les herbes contre les maladies, tant de chez nous que de chez les morts. Eux se frottent avec de l'origan et de la mauve. Moi, sans rien dire, je me fais des tisanes de mousse et de cresson, et je ne prendrai jamais la lèpre de ma vie. » « Mais ces taches que tu as sur la figure, nourrice, lui demandai-je, très réconforté, mais point encore convaincu. C'est de la colophane, pour leur faire croire que j'ai aussi la lèpre. Viens ici, chez moi, que je te fasse boire une de mes tisanes bien chaudes, parce que quand on se promène par ici, on n'est jamais trop prudent. Elle m'avait emmené chez elle, une petite cabane un peu à l'écart, propre, avec du linge étendu. Nous conversâmes. « Et Médard, me demanda-t-elle. Mais chaque fois que je parlais, elle me coupait la parole. « Ah, quel canaille, quel malandrin! Il est amoureux! Ah, la pauvre fille! Mais ici, vous ne vous imaginez pas ce qui se passe. Si tu savais tout ce qu'ils cachent, tout ce que nous nous arrachons de la bouche pour le donner à Galatéus, si tu savais ce qu'ils en font ici. D'ailleurs, ce Galatéus ne vaut pas cher, tu sais. C'est un mauvais sujet, et il n'est pas le seul. Ce qu'ils peuvent faire la nuit, et le jour aussi. Et les femmes! Je n'ai jamais vu de dévergondées comme ça. Si au moins elles savaient raccommoder leurs affaires. Mais non, même pas ça. Désordonnées et déguenillées. Oh. Mais moi je leur ai dit bien en face. Et elles, tu sais ce qu'elles m'ont répondu? Tout content de cette visite à ma nourrice, le lendemain, j'allais à la pêche aux grenouilles. Je plaçai ma ligne dans un creux du torrent, et dans l'attente, je m'endormis. Je ne sais pas combien de temps dura mon sommeil. J'ouvris les yeux et vis une main levée sur ma tête. Sur cette main, une araignée rouge, velue. Je me retournai. C'était mon oncle dans son manteau noir. Épouvanté, je fis un bond en arrière. Pendant ce temps, l'araignée mordit la main de mon oncle et disparut rapidement. Mon oncle porta sa main à ses lèvres, suça légèrement sa blessure et me dit « Tu dormais quand j'ai vu une araignée venimeuse descendre de cette branche dans ton cou. J'ai avancé la main et elle m'a piqué. » Je n'en crus pas un mot. C'était au moins la 3e fois qu'il attentait à ma vie avec des méthodes semblables. Mais ce qui était certain, c'est que cette araignée venait de lui mordre la main et que sa main enflait. « Tu es mon neveu, dit Médard. »« Oui, lui répondis-je, un peu surpris parce que c'était la première fois qu'il le disait. »« Je t'ai reconnu tout de suite, déclara-t-il. Et il ajouta. « Quelle araignée! Je n'ai qu'une main et elle veut me l'infecter. Mais il vaut certainement mieux que ce soit ma main plutôt que le cou de cet enfant. » Mon oncle, que je sache, n'avait jamais parlé ainsi. L'idée qu'il pouvait dire la vérité et être brusquement devenu bon me traversa l'esprit, mais je la chassai tout de suite. C'était chose habituelle chez lui que le piège de la simulation. Il est certain qu'il semblait bien changé, avec une expression non plus cruelle et tendue, mais languissante et triste, que lui donnait peut-être l'appréhension et la douleur de sa morsure. Ses vêtements étaient poussiéreux et d'une forme un peu différente de ses vêtements habituels. Son manteau noir était légèrement déchiré avec des feuilles sèches et des bogues de châtaigne accrochées au pan. Son costume même n'était pas en velours noir comme d'habitude. C'était un costume de bure râpé et d'étain. Sa jambe n'était pas gainée d'une haute botte de cuir, mais couverte d'un bas de laine rayé bleu et blanc. Pour montrer que je ne m'intéressais pas à lui, j'allais voir si par hasard une anguille n'avait pas mordu à ma ligne. Il n'y avait pas d'anguille, mais je vis briller, accrochée à l'hameçon, une bague d'or avec un diamant. Je la retirai. La pierre portait gravées les armoiries des Terralba. Le vicomte me suivait du regard et me dit « Ne t'étonne pas. En passant par ici, j'ai vu une anguille prise à l'hameçon. Elle m'a fait tant de peine que je l'ai délivrée. Ensuite, pensant au préjudice que mon geste allait porter au pêcheur, j'ai voulu le dédommager en mettant à sa place ma bague, la dernière chose de valeur qui me resta. » Je restai bouche bée. Médard continua. « Je savais pas encore que le pêcheur c'était toi. »
Ensuite, je t'ai trouvé endormi dans l'herbe, et le plaisir de te voir s'est aussitôt changé en appréhension à cause de cette araignée qui te descendait dans le cou. Le reste, tu le sais. » Et ce disant, il regardait tristement sa main enflée et violacée. Il était possible que tout cela ne fût qu'une suite de tromperies cruelles, mais je pensais combien eût été beau un brusque revirement de ses sentiments, et la joie qu'en aurait éprouvé Sébastienne. « Mon oncle, attends-moi ici, dis-je à Médard. Je cours chez la nourrice Sébastienne qui connaît toutes les herbes, et je me fais donner celle qui guérit les morsures d'araignée. »« La nourrice Sébastienne » dit le vicomte étendu, la main sur la poitrine. « Comment va-t-elle » Je n'osais pas lui faire savoir que Sébastienne n'avait pas pris la lèpre, et me bornai à lui répondre « Oh, coup-ci coup-ça, je m'en vais !» Et je partis très vite, désireux avant tout de demander à Sébastienne ce qu'elle pensait de ces bizarres phénomènes. Je retrouvai la nourrice dans sa petite cabane. Ma course et mon impatience me coupaient le souffle, et le récit que je lui fis fut un peu confus. Mais la vieille femme s'intéressa plus à la morsure qu'aux actes de bonté de Médard. « Tu dis une araignée rouge ? Oui, oui, je sais l'herbe qu'il faut. Autrefois, il y avait un bûcheron dont le bras était tout gonflé. Tu crois qu'il est devenu bon ? Bah, que veux-tu que je te dise ? Ça a toujours été un garçon comme ça. Lui aussi, il faut savoir le prendre. Mais où l'ai-je mise, cette herbe ? Il suffit de lui faire une compresse. Une canaille depuis son enfance, Médard. Voilà l'herbe, j'en avais mis un sachet de côté. Toujours le même. Quand il se faisait mal, il venait pleurer près de sa nourrice. Elle est profonde, cette morsure ? Il a la main gauche grosse comme ça, déclarai-je. Ha ! Gosse que tu es, rit la nourrice. Où est-elle, la main gauche de Médard ? Il l'a laissée en Bohême chez ces Turcs que le diable emporte. Il a laissé là toute la moitié gauche de son corps. Tiens, c'est vrai, fis-je. Et pourtant, lui était par ici, moi j'étais par là, il avait la main tournée de ce côté-là. Comment est-ce possible ? Tu reconnais plus ta droite de ta gauche maintenant, me dit la nourrice. Pourtant tu as appris ça à 5 ans. Je n'y comprenais plus rien. Sébastien avait certainement raison, mais je me rappelais tout le contraire. Alors sois gentil, apporte-lui cette herbe, me dit la nourrice. Et je partis en courant. Quand j'arrivai au torrent, j'étais à bout de souffle, mais mon oncle n'y était plus. Je regardais partout autour de moi. Il avait disparu avec sa main infectée et gonflée. Le soir venait tandis que je rôdais parmi les oliviers, et voici que je l'aperçois, enroulé dans son manteau noir, debout sur la rive, appuyé à un tronc. Il me tournait le dos et regardait du côté de la mer. Je sentis ma peur me reprendre, et c'est péniblement, avec un filet de voix, que j'arrivai à dire « Mon oncle, voilà l'herbe pour la morsure. » Le demi-visage se retourna aussitôt, contracté par une grimace féroce. « Quelle herbe ? Quelle morsure ?» cria-t-il. « Mais l'herbe pour guérir, dis-je. » Voilà que son expression de douceur d'auparavant avait disparu. Ce n'avait été qu'un moment passager. Peut-être bien qu'en ce moment même elle revenait, mais dans un sourire tendu dont on voyait bien qu'il était forcé. « Oui, très bien. Mets-la dans ce creux du tronc. Je la prendrai plus tard, » me dit-il. J'obéis et mis la main dans le creux. C'était un guêpier. Toutes ces guêpes sortirent et m'attaquèrent. Je me mis à courir, poursuivi par tous les saints, et me jetai dans le torrent. Je nageai entre deux eaux et parvins à dérouter les guêpes. Quand je retirai ma tête de l'eau, j'entendis le sombre rire du vicomte qui s'éloignait. Une fois de plus, il nous avait trompés. Mais il y avait bien des choses que je ne comprenais pas, et j'allais trouver le docteur Trelawney pour lui en parler. L'Anglais était dans sa petite maison de croque-mort, éclairée par une lampe veilleuse, penché sur un livre fort rare d'anatomie humaine. « Docteur, lui demandai-je, est-ce qu'il est jamais arrivé qu'un homme mordu par une araignée rouge s'en tire ? » « Une araignée rouge, dis-tu ? Qui a encore été mordu par une araignée rouge ? » « Mon oncle, le vicomte, lui répondis-je. Je venais de lui apporter l'herbe de la nourrice quand, de bon, il est redevenu méchant et a refusé mon secours. « Je viens de soigner le vicomte d'une morsure d'araignée rouge à la main, déclara Trelawney. « Mais, dites-moi, docteur, vous a-t-il paru bon ou méchant ?» Alors le docteur me raconta comment s'étaient passées les choses. Après que j'eus quitté le vicomte étendu sur l'herbe avec sa main enflée, le docteur Trelawney passa par là. Il aperçoit le vicomte et, pris de peur, comme toujours, cherche à se cacher dans les arbres.
Mais Médard, qui a entendu ses pas, se lève et crie « Qui va là ?» L'Anglais pense « S'il découvre que c'est moi qui me cache, Dieu sait ce qu'il va machiner contre moi. » Et il se sauve pour ne pas être reconnu. Mais il trébuche et tombe dans le creux du torrent. Bien qu'il ait passé sa vie sur les navires, le docteur Trelawney ne sait pas nager. Il barbote dans le creux en appelant au secours. Alors le vicomte dit « Attendez-moi !» s'approche du rivage et descend dans l'eau en s'accrochant avec sa main endolorie à une racine d'arbre qui fait saillie. Il s'allonge jusqu'à ce que le docteur puisse agripper un de ses pieds. Long et fluet comme il lui sert de corde pour gagner la berge. Les voilà sains et saufs, et le docteur bégaie. « Oh, Milord, merci, very, Milord, comment puis-je » Mais il lui éternue à la figure parce qu'il a attrapé un rhume. « À vos souhaits, lui dit Médard, mais couvrez-vous, je vous en prie. » Et il lui met son manteau sur les épaules. Le docteur se défend de l'accepter, plus confus que jamais, mais le vicomte lui dit « Gardez-le, il est à vous. » Alors Trelawney s'aperçoit que Médard a la main enflée. « Quelle bête vous a piqué ?»« Une araignée rouge. »« Laissez-moi vous soigner, milord. » Il l'emmène dans sa cabane de fossoyeur où il lui arrange sa main avec des drogues et des pansements. Pendant ce temps, le vicomte s'entretient avec lui avec une entière humanité et une entière courtoisie. Ils se quittent en se promettant de se revoir bientôt et de consolider leur amitié. « Docteur, dis-je à l'Anglais après avoir écouté son récit, le vicomte que vous avez soigné est revenu tout de suite après à sa cruelle folie. Il a lancé sur moi tout un guêpier. »« Ce n'est pas celui que j'ai soigné, dit le docteur en me clignant de l'œil. »« Que voulez-vous dire, docteur ? Tu le sauras plus tard. Pour l'instant, n'en parle à personne. Et laisse-moi à mes études, car des temps difficiles se préparent. » Le docteur Trelawney cessa de s'occuper de moi. Il se replongea dans cette lecture insolite pour lui d'un traité anatomique. Il devait avoir un projet en tête. Au cours des jours suivants, il fut absorbé et réticent. Mais de différents côtés, des nouvelles arrivaient d'une double nature de Médard. Des enfants perdus dans le bois se voyaient à leur grande épouvante rattrapés par une moitié d'hommes à béquilles qui les ramenaient chez eux la main dans la main et leur donnaient des figues-fleurs et des beignets. De pauvres veuves étaient aidées par lui à porter leurs fagots. Des chiens mordus par les vipères étaient soignés. Les pauvres trouvaient des dons mystérieux sur la pierre de leurs fenêtres ou le pas de leurs portes. Des arbres fruitiers, déracinés par le vent, étaient redressés et la terre retassée autour d'eux avant que leurs propriétaires eussent mis le nez dehors. En même temps, pourtant, les apparitions du vicomte, à demi voilé par son manteau noir, étaient marquées par de sombres événements. Des enfants étaient enlevés et on les retrouvait prisonniers dans des grottes obstruées par des pierres. Des éboulis de troncs et de rochers descendaient sur de pauvres vieilles. Des citrouilles tout juste mûres étaient mises en pièces pour le seul plaisir de faire du mal. Depuis longtemps, l'arbalète du vicomte ne frappait plus que les hirondelles, et de façon non pas à les tuer, mais à les blesser et les estropier. Or, maintenant, on commençait à voir dans le ciel des hirondelles aux pattes bandées, consolidées par deux éclisses, des hirondelles aux ailes recollées et couvertes d'emplâtre. Il y avait toute une bande d'hirondelles ainsi harnachées qui volaient prudemment tout ensemble, et l'on disait, non sans invraisemblance, que c'était Médard même leur docteur. Il arriva une fois qu'un orage surprit Paméla dans un lieu éloigné avec sa chèvre et sa canne. Elle savait qu'il y avait près de là une grotte, petite d'ailleurs, juste une cavité à peine marquée dans le rocher, et s'y dirigea. Elle en vit sortir une bottine grossière et rapetassée. À l'intérieur, le demi-corps au manteau noir était pelotonné. Elle voulut s'enfuir, mais le vicomte l'avait vue. Il sortit sous la pluie ruisselante et lui dit « Viens, jeune fille, abrite-toi ici. »« Non, je ne viens pas, dit Paméla. C'est tout juste si une seule personne y tient. Vous voulez m'écraser. »« N'aie pas peur, dit le vicomte. Je resterai dehors et tu pourras t'abriter tout à ton aise avec ta chèvre et ton canard. La chèvre et la canne peuvent bien se mouiller. Tu vas voir que nous allons pouvoir les abriter aussi. » Paméla avait entendu parler des bizarres accès de bonté du vicomte. « Voyons un peu, se dit-elle. » Elle se pelotonna dans la grotte en serrant contre elle ses deux bêtes. Le vicomte, debout devant l'ouverture, tenait son manteau comme une tente de façon que la canne et la chèvre ne se mouillent pas non plus. Paméla regarda la main qui tenait le manteau, resta un moment pensive, se mit à regarder ses propres mains en les confrontant l'une avec l'autre, puis éclata de rire. « Je suis heureux de te voir gaie, jeune fille, dit le vicomte. Mais pourquoi ris-tu ?
s'il est permis de te le demander. Je ris parce que je comprends ce qui fait perdre la tête à tous mes concitoyens. Quoi donc? Que vous soyez un peu bon et un peu méchant. Maintenant, tout est naturel. Et pourquoi? Parce que je m'aperçois que vous êtes l'autre moitié. Le vicomte qui vit au château, celui qui est mauvais, c'est une moitié. Vous, vous êtes l'autre moitié, qu'on croyait disparu à la guerre et qui est revenu. Et c'est une bonne moitié. Ça c'est gentil, merci. Oh, mais c'est réel, ce n'est pas pour vous faire un compliment. Voilà quelle était l'histoire de Médard, telle que Paméla l'apprit ce soir-là. Il n'était pas vrai que le boulet de canon lui eût mis une partie du corps en bouillie. Il avait été fendu en deux moitiés. L'une avait été retrouvée par les ramasseurs de blessés de l'armée, l'autre était restée sans qu'on la vît, enterrée sous une pyramide de restes turco-chrétiens. Au cœur de la nuit, deux ermites traversèrent le champ de bataille, dont on ne sait s'ils étaient fidèles à la vraie religion ou si c'étaient des nécromans. Ces ermites, comme cela se produit pour certaines gens en temps de guerre, avaient été amenés à vivre dans les terres désertes entre les deux camps. On dit aussi à présent que peut-être ils tentaient de faire s'embrasser la Trinité chrétienne et l'Allah de Mahomet. Dans leur bizarre piété, ayant trouvé le corps pourfendu de Médard, ces ermites l'avaient emporté dans leur caverne, et là, avec des baumes et des onguents de leur préparation, ils l'avaient pansé et sauvé. À peine avait-il recouvré ses forces que le blessé avait pris congé de ses sauveurs, et, béquillant de son mieux, avait parcouru des mois et des années les pays chrétiens pour revenir à son château, émerveillant les gens tout le long du chemin par ses actes de bonté. Après avoir raconté son histoire à Paméla, le bon vicomte voulut que la bergère lui racontât la sienne. Et Paméla lui expliqua comment le mauvais Médard la guettait et comment elle s'était sauvée de chez elle pour errer à travers les bois. Au récit de Paméla, le bon Médard s'attendrit et partagea sa pitié entre la vertu persécutée de la bergerette, la tristesse sans réconfort du mauvais Médard et la solitude des pauvres parents de Paméla. Pour cela, dit Paméla, mes parents sont deux vieilles canailles. Ce n'est vraiment pas la peine de les plaindre. Oh, songe à eux, Paméla, comme ils doivent être tristes à l'heure qu'il est dans leur vieille maison, sans personne pour les soigner, ni faire le travail des champs et de l'étable. Si elles pouvaient tomber sur eux, l'étable, dit Paméla. Je commence à comprendre que vous êtes un peu trop doux de cœur. Au lieu d'en vouloir à votre autre morceau pour toutes les friponneries qu'il mitonne, on dirait quasiment qu'il vous fait pitié lui aussi. Comment ne pas avoir pitié de lui? Je sais ce que cela veut dire que d'être une moitié d'homme. Je ne peux pas ne pas le plaindre. Mais vous, vous êtes différent. Un peu toqué, vous aussi, mais bon. Oh, Paméla, dit alors le bon Médard. C'est l'avantage d'être pourfendu que de comprendre dans chaque tête et dans toute chose la peine que chaque être et toute chose ressentent d'être incomplet. J'étais entier, je ne comprenais pas. J'évoluais sourd et incommunicable parmi les douleurs et les blessures semées partout, là même où un être entier ne saurait l'imaginer. Ce n'est pas moi seul, Paméla, qui suis écartelé et pourfendu, mais toi aussi, nous tous. Et maintenant je sens une fraternité qu'avant, lorsque j'étais entier, je ne connaissais pas. Une fraternité qui me lie à toutes les mutilations, toutes les carences du monde. Si tu viens avec moi, Paméla, tu apprendras à souffrir des maux de tous et à soigner les tiens en soignant les leurs. C'est très bien, dit Paméla, mais moi je suis dans un beau guêpier avec votre autre morceau qui est amoureux de moi et dont on ne sait ce qu'il veut me faire. Mon oncle laissa tomber son manteau parce que l'orage était fini. Moi aussi je suis amoureux de toi, Paméla. Paméla sauta hors de la grotte. Quelle joie! Il y a un arc-en-ciel et j'ai trouvé un nouvel amoureux. Pourfendu lui aussi. Mais dame bonne. Il marchait sous les branches encore ruisselantes le long de sentiers tout boueux. La demi-bouche du vicomte s'ouvrait dans un doux sourire incomplet. Alors que faisons-nous? Demanda Paméla. Moi je dirais d'aller trouver tes parents, les pauvres, afin de les aider un peu dans leur travail. Tu peux y aller, toi, si tu en as envie, dit Paméla. Oui. Oui, j'en ai envie, ma chère amie, dit le vicomte. Moi je reste ici, dit Paméla en s'arrêtant net avec sa chèvre et sa canne. Faire ensemble de bonnes actions, c'est l'unique manière de nous aimer. Dommage. Moi je croyais qu'il y avait d'autres façons. Adieu, chère. Je t'apporterai de la tarte aux pommes. Et tout béquillant, il s'éloigna sur le sentier. Qu'en dis-tu, la chèvre? Qu'en dis-tu, la canne? Fit Paméla, restée seule avec ses bêtes.
Faut-il que je ne tombe que sur des types comme ça?